Katia Boukchich, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Oui, alors donc je suis Katia Boukchich. Alors je suis psychothérapeute et puis depuis maintenant un peu plus d'un an auteur. Psychothérapeute et énergéticienne parce que je me suis intéressée en plus de mes études de psychologie à tous les enseignements énergétiques comme la connaissance des chakras qui sont nos principaux centres d'énergie. Donc voilà, je me qualifie de psycho-énergéticienne et puis aussi donc auteur puisque aujourd'hui j'ai sorti mon deuxième livre. Et voilà, donc j'aime les mots, j'aime le verbe et c'est ce nouveau métier, cette nouvelle fonction qui s'installe de plus en plus dans ma vie. À côté de ça, dans la catégorie aussi accompagnement, je fais aussi de l'accompagnement auprès des femmes, puisque j'ai aussi une école de formation en ligne qui s'appelle www.katiabouchiche.com. Donc là, j'y partage mes enseignements du féminin sacré, également ma formation sur les chakras et les centres énergétiques. Waouh, tout ça, bravo. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton premier livre, s'il te plaît, et le montrer là? Alors, mon premier livre, donc, qui est paru au mois d'octobre 2019, s'appelle L'éveil des sorcières, Initiation au féminin des origines. Donc, il s'appuie sur d'abord tous les accompagnements que j'ai faits auprès des femmes, puisqu'il y a à peu près 7 8 ans, en région parisienne, je faisais des cercles de femmes, environ une fois par mois, souvent d'ailleurs en suivant le calendrier lunaire. Et ce livre, il retrace donc voilà, une grande partie de mes enseignements, de ce que j'ai pu entendre aussi des partages des femmes, mais aussi il va partager donc là mon parcours, non pas le parcours académique de psychologue, mais là tout ce que j'ai pu faire en termes de voyage. Donc j'ai fait plusieurs voyages initiatiques, des voyages qui sont chamaniques. J'ai notamment été au Pérou, en Amazonie, où j'ai fait un travail avec un chaman, Shipibo Konibo, donc ça c'est une tribu en fait d'Amazonie. J'ai fait tout un travail avec les plantes sacrées amazoniennes. Et j'ai aussi fait un travail avec un chaman amérindien, donc, qui vient du Canada, un chaman Dakota, qui s'appelle Kispaché, qui m'a donné d'ailleurs mon nom d'initié. Pour les chamans, un nom d'initié, notamment pour une femme. En tout cas, là, dans mon cas, c'était un nom de femme médecine. Et donc, l'éveil des sorcières, il va parler finalement de cette sorcière que j'incarne, c'est-à-dire d'une femme qui a une connaissance, qui n'est pas une connaissance académique, qui est plutôt une connaissance intuitive, empirique, ce qu'on peut appeler magique, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore voilà, je dirais le vocabulaire pour en parler. C'est quelque chose encore qu'on a du mal à définir. Or, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, compte tenu de mes études de psycho, c'était justement de faire le rapprochement entre un savoir qui peut paraître ésotérique et en réalité des compréhensions fines de l'humain, autour notamment de sa dimension psycho-émotionnelle. Donc, l'éveil des sorcières, ça parle beaucoup de ça. Ça parle de comment rendre en tant que sorcière mon savoir intelligible, plutôt que de rester dans ma forêt seule et de pester parce que le monde ne me comprend pas. Je fais un pont en fait, je crée un pont avec les autres et j'essaye d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une sorcière. C'est quoi les cycles de la lune, en quoi ils sont importants, quelles sont les énergies qui s'y manifestent, comment on peut les utiliser, en quoi est-ce que le cycle des femmes menstruelles et le cycle de la lune sont en harmonie, pourquoi il y a cette magnifique orchestration de la nature, pourquoi est-ce que c'est en symbiose, en quoi, en tant que femme, on porte la nature grâce à ce cycle, et qu'est-ce que ça veut dire d'être cyclique. Donc j'aborde cet aspect. Je vais aussi beaucoup parler évidemment donc, de chamanisme, que le monde du minéral et du végétal, c'est beaucoup plus que ce qu'on en voit. Et donc de regarder plus loin, d'ouvrir sa vision intérieure, ce qu'on appelle aussi l'invisible. En réalité, c'est ouvrir une porte, une autre dimension, une compréhension beaucoup plus fine et être en capacité de voir que la matière est animée, que toute la matière et toute la création est animée. Et ce qu'on appelle l'esprit ou les esprits, c'est simplement cette dimension vibrante et vivante de la matière. Et comment est-ce que de manière très simple, je peux entrer en contact avec ces dimensions-là? Je parle aussi, puisque la sorcière, c'est celle qui jette des sorts au sens premier. Je parle aussi du pouvoir du verbe et bien sûr donc de toute notre matrice en fait de création en tant que femme,
en quoi c'est important, en quoi le verbe crée notre monde, en quoi il aimante à nous de nouvelles réalités. Et c'est bien pour ça que la sorcière, elle était crainte, pour la puissance en fait de son verbe. Et je dirais pour moi, pour l'amour du verbe finalement. Alors, il y a aussi toute une partie sur la sexualité, mais vraiment ce que j'ai voulu partager finalement dans mon livre, c'est l'amour de la connaissance et l'amour d'une connaissance qui aujourd'hui est montrée, et peut-être était encore cachée finalement. J'avais envie de dire qu'il est montré du doigt comme quelque chose d'obscur, d'abscon. En réalité, c'est beaucoup plus simple qu'on le croit. Il suffit simplement de se poser et de dire voilà ce que je partage à partir de ma réalité subjective, à partir de ma propre expérience. Et finalement, l'amour de ce cheminement, de dire bah, grâce à ça, je peux me rencontrer. Quand je rencontre ma sorcière intérieure, bah, je me rencontre dans ma puissance, dans la puissance de mon chaudron intérieur, dans la puissance de la femme que je suis, et aussi dans la vulnérabilité de la femme que je suis. Parce que tout le paradoxe de la sorcière, c'est qu'elle est dans l'ombre. Et que quand elle prend la parole, elle est enfin en pleine lumière, donc elle cesse d'être une figure de l'ombre et qu'elle transcende en fait sa difficulté à s'exprimer et à créer un pont avec les autres. Elle sort de sa solitude, elle sort aussi de sa toute-puissance, de vouloir garder son pouvoir pour elle-même. Et donc, bah, quand on commence à l'expliquer, c'est de moins en moins magique, parce que finalement, on a des mots voilà, pour le rendre visible, on a des mots pour le rendre accessible. Donc finalement, l'éveil des sorcières, mon livre, c'est une manière de me rendre accessible dans mon propre cheminement et par là de rendre accessible le savoir des sorcières, qui est un savoir qui est précieux, qui est puissant, qui est profond et qui est essentiel aujourd'hui. Waouh, bravo. Merci. Est-ce que tu peux nous parler de la partie, comment dire, éditoriale du livre? Par exemple, est-ce que tu l'as fait en numérique? Alors oui, alors le livre, c'est une grande histoire. J'ai plein d'anecdotes sur le livre parce qu'il y a vraiment eu quelque chose dans le processus qui m'a, moi, complètement bouleversée, métamorphosée. Donc d'abord, d'un point de vue éditorial, oui, le livre, il existe en version papier, il existe évidemment en version numérique, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui lisent aussi leurs livres sur des tablettes, notamment. Ouais. J'en parlais d'ailleurs avec une amie qui me disait que c'était parfait en couple d'être à côté, une tablette rétro-éclairée, de ne pas gêner son conjoint et de ne pas avoir à se lever pour lire. Donc je sais qu'il y a de plus en plus de lecteurs et lectrices qui aiment ce format et bien sûr les maisons d'édition aujourd'hui rendent accessible la connaissance et le savoir des livres sur tous les supports possibles. Donc celui-ci, il existe en format papier, en format numérique. Maintenant, d'un point de vue éditorial, tu me diras si je réponds à ta question. Ce livre, donc, j'ai été contactée par la maison d'édition, les éditions Le Duc, qui avait lu un article sur moi dans le journal du dimanche, un article sur les sorcières, un article d'ailleurs que je n'aimais pas du tout et qui finalement m'a apporté un énorme cadeau. Je n'aimais pas du tout parce qu'il commence par dire qu'Atia Bouchiche est allongée sur son lit les soirs de pleine lune, elle ne ferme pas ses volets et elle prend un bain de rayons lunaires. Donc ça, c'est la manière dont les journalistes créent une accroche sensationnelle. Et puis, l'article avait pas mal de contre-vérités parce que l'interview avait été faite par téléphone. Et donc, après, c'est très facile de déformer des propos. Et puis, en plus, pour dire la vérité, toute la vérité sur ce livre et ce titre, je n'étais pas du tout à l'aise pour mettre le mot sorcière. Pourquoi? Parce que moi, je suis d'origine algérienne et dans ma culture, donc je suis kabyle, l'Algérie, dans ma culture, c'est un grand tabou, le mot sorcière. C'est connoté extrêmement négativement. Et moi, je n'assumais pas du tout cette identité et je n'avais pas envie de me définir comme une sorcière. Donc, du coup, ça a été un énorme challenge pour moi de le mettre dans le titre. Ça a été une énorme conversation avec ma maison d'édition. Donc, en tout cas, ils sont venus à moi et ils m'ont proposé ce projet parce que j'étais décrite comme étant la chef des sorcières, puisque la journaliste, en fait, avait entendu dire par une autre journaliste que que je formais des femmes lors d'ateliers, lors de cercles de femmes, que je formais aussi des personnes à la compréhension des chakras et du magnétisme, et que je formais aussi au magnétisme. Donc, j'apparaissais comme une sorcière en chef, ce qui est assez drôle. Et du coup, la maison d'édition m'a demandé d'écrire sur mon savoir finalement. Et j'ai été extrêmement frileuse.
Et pour tout dire, j'ai le jour où j'ai reçu cet appel de ma maison d'édition, j'ai dit à mon âme plusieurs choses. Mais vraiment, j'ai eu une conversation avec mon être quelque part. On peut l'appeler comme on veut après, hein. On peut appeler son âme, son être profond, son soi. Hein, peu importe la définition qu'on y met. Moi, j'ai vraiment eu la sensation de contacter mon âme, mais je dirais que c'est mon être. C'est comme parler avec soi, une autre dimension de soi. Et je lui ai donné des conditions. Je lui ai dit, je n'écrirai ce livre qu'à 3 conditions. Et quand j'ai rencontré mon éditrice, aujourd'hui avec qui j'ai une extraordinaire relation, que j'aime beaucoup, j'avais l'impression qu'elle parlait pour mon âme, qu'elle parlait pour mon être, parce qu'elle répondait parfaitement à ce que j'avais mis comme condition. Et là, je me suis dit, c'est écrit. Je me suis dit, ce livre-là, c'est écrit, je dois le donner. Ensuite, il y a eu un nombre d'anecdotes assez incroyables, parce que même dans le contenu, si j'avais accepté de l'écrire, il y avait plein de choses que je ne voulais pas livrer. Par peur d'être jugée, par peur d'être critiquée, parce que écrire, c'est extrêmement personnel. C'est vraiment une mise à nu, c'est-à-dire qu'en fait, quand on lit mon livre, si on sait lire et écouter derrière ce qui est dit, on comprend ce que j'ai vécu. On comprend vraiment des choses très profondes. On peut comprendre mes peurs, on peut comprendre mes terreurs les plus intimes, on peut comprendre vraiment des choses, des événements où j'ai eu des grosses difficultés. C'est suggéré. On peut comprendre la relation que j'ai pu avoir avec les hommes. Enfin, on comprend plein de choses en filigrane. Et c'est très personnel parce qu'on ne parle que de soi. Un livre, c'est extrêmement subjectif. Il y a plein de choses dont on ne parle pas. Et c'est ça qu'il faut arriver à entendre dans un livre. Et donc, au fur et à mesure, j'ai eu beaucoup de mal. Il y a des éléments que j'ai eu beaucoup de mal à livrer. Et j'ai fait des rêves pour ça. Un notamment qui me montrait qu'il fallait absolument que je donne ce que j'avais. C'était vraiment limpide, sinon ça disparaissait. C'était comme une alerte. Et pour moi, donc, il y a eu vraiment un processus magique finalement qui a été très douloureux. Enfin, douloureux pas dans le sens où c'était une souffrance, douloureux dans le sens où ça a été un accouchement qui pour moi a été voilà, laborieux parce que je craignais la manière dont ça allait être accepté, perçu, la manière dont on allait me voir du coup, quelle image j'allais donner. J'avais très peur des critiques aussi sur ce mot de sorcière, extrêmement peur des critiques sur le mot de sorcière, la terminologie, qu'est-ce que ça allait renvoyer de moi. Et puis, ce qui est très particulier, c'est que j'avais beaucoup plus de crainte des retours des personnes que je connaissais, évidemment, que des personnes que je ne connaissais pas. Donc ça, c'est très particulier aussi dans le rapport à l'écriture, parce moi, je me suis sentie très vulnérable par rapport à des personnes que je connaissais plus ou moins. Je me suis dit, ils ne me connaissent pas sous cet aspect-là. Ça va être vraiment peut-être une révélation pour eux. Comment est-ce qu'ils vont le percevoir quels adjectifs ils vont du coup accoler à ce que je suis et par contre, évidemment, les personnes qui me connaissent moins, c'est moins engageant. Donc, c'est un processus laborieux. Jusqu'au dernier moment, j'ai eu beaucoup de craintes. En plus, il a été présenté aux journalistes donc plusieurs mois avant sa sortie. Donc, il a fallu que j'aille à un rendez-vous aussi aux éditions Le Duc, puisque mon ouvrage a été paru aux éditions Le Duc, pour rencontrer l'équipe, en parler à des gens qui n'étaient pas du tout des initiés, puis ensuite à des journalistes. Alors, je me suis dit, mais je vais les perdre en fait. Je vais les perdre et ça va être très compliqué de m'exprimer. Et finalement, c'est souvent le contraire qui s'est passé. Bien sûr, j'ai vécu aussi une épreuve à un moment donné, parce que je suis passée aussi sur Simone Média, dans vraiment, alors là, c'est un grand scope tout public. C'est très difficile de lire des commentaires des gens qui vous traitent de charlatans et tout. C'est compliqué. Au début, il faut pouvoir le gérer. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de distance et je le comprends en fait. Je le rejette plus et même je le comprends parce que je pense que pour quelqu'un qui ne connaît pas l'environnement, c'est tellement fou qu'il est plus facile de le rejeter en bloc. Donc, je le comprends davantage. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu cette épreuve-là qui m'a du coup beaucoup appris, puis qui m'a permis de me renforcer. Et puis de comprendre simplement que finalement, j'écris pour ceux qui ont envie de partager cet univers simplement. J'écris pas pour le monde entier. Et pour ceux qui sont intéressés par ce thème, pour les hommes et les femmes, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont intéressés par l'éveil des sorcières. Et d'ailleurs, ça m'étonne beaucoup, qui apprennent beaucoup, qui me remercient aussi. Et j'écris pour eux. Et je sais aujourd'hui que je ne peux pas plaire à tout le monde, que ça ne va pas parler à tout le monde. Et c'est OK. Très bien. Combien de temps tu as mis pour l'écrire à peu près? Alors, ça a été très rapide. J'ai commencé à l'écrire
Donc pareil, en fait, quand ma maison d'édition m'a demandé de leur préparer un plan, en fait, je me suis aperçue qu'en 15 jours, j'ai écrit déjà 30% du livre. Donc en fait, ce qui a été aussi impressionnant, c'est que c'est comme si j'étais enceinte déjà de son contenu et que je ne le savais pas. Et ça, je crois que ça vient aussi du fait que j'ai écrit sur quelque chose que j'avais digéré depuis très longtemps, en fait. C'était pas quelque chose qui était récent dans mon apprentissage. Ça avait été un très long processus pour moi de découverte, d'apprentissage par l'expérience. Et je connaissais mon sujet par cœur, comme là, comme je m'exprime, parce que c'est quelque chose, c'est cellulaire en fait. C'est mon expérience. Je suis allée chercher aucune source extérieure, absolument aucune. Tout ce que je partage ici, ça a la richesse de mon expérience, et évidemment, les limites de mon expérience. C'est pour ça qu'aussi les gens qui aiment le thème des sorcières en lisent beaucoup, parce qu'on ne parle pas du thème de la même façon, et que c'est ça aussi la richesse des différents auteurs. C'est pour ça qu'on existe tous avec nos couleurs. Donc j'ai commencé à l'écrire, pour répondre à ta question plus précisément au mois de novembre, et je l'ai rendu fin mai, donc c'est à peu près 6-7 mois. Et ça a été un travail par contre vraiment très dense. C'est-à-dire que si je ne passais pas évidemment toutes les heures de la journée à écrire, souvent d'ailleurs c'était très limité en fait, j'avais une concentration très forte sur 2 heures par jour maximum. Ensuite beaucoup plus à la fin, je vais expliquer pourquoi. Mais c'est surtout que psychiquement par contre, j'étais tout le temps avec mon livre. Mais c'est psychique, c'est-à-dire que je n'avais pas de place et de disponibilité pour faire autre chose. Puis à la fin, on va dire sur le dernier mois et demi, je disais que mon livre était devenu un Gremlins parce que quand je me levais le matin, je lui étais dédiée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le livre a une telle énergie. En fait, la création du livre avait pris une telle place dans ma vie et je lui étais totalement dévouée. Je me levais le matin, c'était une obsession. Il arrivait plusieurs jours, je me lève, j'avais pas bu de verre d'eau, j'avais rien mangé et je me remettais sur le livre. Et là, par contre, j'ai travaillé des heures et des heures par jour. Ma capacité de concentration s'est renforcée. Et puis aussi, une fois que c'est consistant, un livre, quand on sait qu'on le tient, il est là, là, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a plus de retour arrière possible. Et on ne peut plus que le relire, le relire, le peaufiner, le réorganiser, le réagencer, échanger. Et c'est là où c'est vraiment une intensité qui est incroyable. Moi, j'ai adoré. La fin de l'éveil de sorcière, je crois que j'ai adoré parce que je me suis dit, ouais, là, je me sentais être auteur dans le sens où j'avais cette joie de peaufiner. En fait, j'avais cette joie d'être passionnée par le mot, le verbe, la virgule. Je me suis dit, comment le rendre plus clair, comment le rendre plus accessible, comment est-ce que ce soit encore plus beau, comment faire en sorte que ce soit plus coulant, plus fluide. Je suis très sensible à la fluidité de l'écriture. Et j'avais envie que ce soit parfait aussi. Ça, c'est exigence personnelle, on va dire. Donc, j'ai mis beaucoup d'amour pour le verbe et l'envie que ce soit beau, que ce soit bien finalisé, que ce soit précis, la moindre virgule. J'ai une anecdote encore avec mon éditeur parce que quand il changeait une virgule, quand il y a eu un correcteur et qu'on changeait des virgules, je savais qu'elles avaient été changées. Parce que je lis, en fait, quand je relisais mon texte, je le lisais à l'oral et pour moi, c'est comme une prose, en fait, le verbe. Et je sens quand c'est coulant et quand ça ne l'est pas. Parce que je crois que le verbe nous informe, qu'il réinforme la matière et les autres. Et j'avais à cœur que ce soit fluide et que ce soit comme qu'il y ait une harmonie, en fait. Il y a quand même quelque chose, j'avais mon rythme intérieur, quelque part, avec les mots et la phrase. Et j'avais envie que ce rythme se ressente. D'accord. Est-ce que tu l'as fait seul ou est-ce que tu t'es fait aider par d'autres personnes que les gens de l'édition Le Duc? Alors, je l'ai fait totalement seule, complètement seule. Je me suis interdit de lire en plus tous les autres livres sur le thème des sorcières parce que j'avais peur soit de me sentir inférieure quelque part. Par exemple, je pense au magnifique livre de Mona Chollet qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes, qui est une journaliste. Je craignais de me sentir ne pas avoir en fait son approche historique, parce qu'on n'est pas du tout les mêmes femmes. C'est une journaliste, elle a fait un travail de recherche qui est inouï, un travail de fond. Moi, je pratique en fait la magie, donc c'est totalement différent. Donc, j'ai pas voulu le lire avant. Je l'ai lu après, j'ai beaucoup aimé. Je voulais pas lire les livres d'autres consoeurs qui sont aussi des sorcières modernes. Et je l'ai fait totalement seule. Et j'ai lu, par contre, dès que j'ai rendu le manuscrit, j'ai lu tous les autres livres quasiment sur les sorcières.
Et finalement, ça m'a enchantée et parce que je me suis aperçue que c'était vraiment magnifique à partir du moment où on exprime qui on est. On a chacun notre territoire, notre aire de jeu et notre couleur en fait. Qu'il y a vraiment personne qui vient nous menacer et on menace personne. Au contraire, c'est très complémentaire. Et comme c'était mon premier livre, ben, tout ça, je l'ai découvert aussi par la pratique, qu'il n'y a pas de compétition en fait dans l'écriture. Chacun a son style, chacun a son public, chacun a sa manière d'aborder le sujet. Et puis pour des gens qui sont passionnés par un thème, au contraire, c'est comme une fresque finalement. On s'agence les uns les autres. Donc non, absolument aucune aide. Alors évidemment, dans une maison d'édition, ça on peut le dire aussi à ceux qui veulent écrire, on est après très aidé. C'est-à-dire quand on rend un manuscrit, d'abord il y a le travail de l'édition qui est extrêmement précis, qui nous permet d'avoir des retours. C'est très très précieux ce travail. D'ailleurs moi, je l'ai dit et j'en parlerai peut-être pour le deuxième livre. Je dirais aujourd'hui, si on est honnête en tant qu'auteur, c'est une collaboration. C'est une co-création. Parce que, évidemment, autant sur le fond et sur les mots, c'est moi qui les ai accouchés. Et en même temps, ils m'ont été donnés. Pour moi, ça m'est donné pour être donné au monde, quelque part. Ensuite, il y a un tel travail avec la maison d'édition. On est très aidés. Souvent, les auteurs, ils ont peur, ils se demandent, oui, mais c'est pas peaufiné. Quand je lis des livres, c'est bien agencé. Attention, derrière, quand on travaille vraiment avec une très belle maison d'édition, ce qui est mon cas, moi, j'ai été aidée de bout en bout. Donc, il y a une relecture première avec des suggestions pour réordonner le texte. Le regard extérieur apporte de la clarté. Elle apporte aussi, elle met aussi la lumière sur des choses qu'on ne voit pas de soi-même. Et ils font des suggestions aussi pour que ce soit beaucoup plus limpide pour le lecteur. Notamment, par exemple, la maison d'édition, dans mon cas, m'a suggéré de mettre davantage d'exercices pratiques et de rituels. Ce que j'ai compris ensuite, ce qui me gênait, mais ce que j'ai compris ensuite, parce que ça permet à chacun de s'approprier, d'avoir des exemples et de s'approprier le sujet. Et donc, tout ça, c'est précieux. Et puis, il y a plusieurs niveaux de relecture, on en discute, on peut parler aussi ensemble du sommaire. Donc, pour quelqu'un qui a plein d'idées, mais qui n'est pas à l'aise avec la structuration, la maison d'édition aussi est un appui faramineux. Moi, j'ai été véritablement enchantée, je ne m'attendais pas à ça. J'avais d'ailleurs eu une conversation avec une auteure quelques mois avant. Elle m'a dit, tu verras, la maison d'édition, c'est un énorme travail. Et c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est un métier. D'abord, en fait, quand on parle avec un éditeur, on se rend compte qu'il a vraiment l'expérience et le métier. Parce que d'un texte brut, il vous amène vraiment à en faire quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus construit et de beaucoup plus beau. Et puis, il y a aussi toutes les suggestions d'illustration. On met quelques illustrations, on travaille. Donc là, ça a été oui, une très, 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 très belle collaboration. Donc oui, seul et en même temps, voilà, il y a aussi des aides qui sont non négligeables. Et puis une dernière chose, sinon quand il va voir la vidéo, il ne va pas du tout apprécier. Mon père, en fait, a été dans la relecture. Mon père, voilà, parce que bon, c'est un prof de philo, il a été conservateur à la BNF, donc il connaît un petit peu la Bibliothèque nationale de France, donc les bouquins, c'est quand même un petit peu son sujet. Et puis, il est très précis, surtout, il a une extraordinaire rigueur, donc il a été mon relecteur, surtout sur la partie grammaticale, orthographe. Il a été enseignant, donc c'est vraiment aussi l'ancien français. Et puis là, voilà, il a une rigueur qu'aujourd'hui, on a un peu perdue. Et il a été très vigilant à ça pour pas qu'il y ait à redire. Très bien. Alors, tu sembles très satisfaite qualitativement de ton livre. Est-ce que tu l'es aussi quantitativement? C'est-à-dire, est-ce que tu connais les chiffres des ventes sur le nombre d'années? Est-ce que ça correspond à ce que tu imaginais? Est-ce que c'est mieux, c'est moins bien? Est-ce que ce n'est pas ton problème? Enfin, Alors, ça fait 1 an qu'il est sorti seulement, puisqu'il est sorti le 1er octobre, donc bientôt 1 an dans quelques jours. C'est une très très belle sortie parce qu'en fait, il a été réédité 2 fois en 1 an, ce qui est très très positif. Moi, je suis très très contente du nombre de ventes. Alors, ensuite, il faut le savoir, ça c'est quelque chose de très perturbant pour nous les auteurs, c'est que pour un éditeur, c'est compliqué de donner un véritable chiffre. Pourquoi? Parce qu'il y a, même quand on le réédite, il y a encore des livres qui ne sont pas potentiellement vendus et qui se baladent chez les libraires. C'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Ce qui fait qu'il peut y avoir des rendus d'ici quelques mois et on a le chiffre à peu près exact. Mais comme il n'y a plus de stock,
on le réédite. Voilà, je sais qu'il a été très, très, très bien vendu. Je suis très contente. Après, c'est difficile de donner des chiffres. La première édition a été tirée à 4000 exemplaires. Ensuite, je crois qu'il y a eu 3000. Ensuite, peut-être là, la troisième, peut-être encore 2 ou 3000. Je ne sais pas. Ça donne un chiffre. Ce qui, pour un premier livre, est très, très bon. Ah oui, oui, c'est très très bon. Mm. Surtout en si peu de temps. Voilà, surtout en si peu de temps. Ensuite, je sais que le confinement a été aussi un petit peu problématique de manière générale pour les livres. Bon, d'abord, il n'y avait pas de stock, par exemple, si on voulait le trouver sur Amazon. Moi, j'en avais quelques-uns, alors je sais que j'ai pu dépanner. Mais voilà, il y a eu une demande, et puis on est dans une année un petit peu particulière, et le monde, voilà, le monde de l'édition en souffre aussi, le monde de la presse, de l'édition. Et donc, il faut être lucide du contexte. Mais je dirais qu'aujourd'hui, peut-être que le plus important, c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est de s'exprimer simplement. Et que le premier pas commence par s'exprimer et d'avoir un public, qu'il soit de 10, de 100, de 1000. Je ne sais pas si c'est le plus important dans un premier temps. Après, évidemment, pour l'ego, c'est très gratifiant, il faut être honnête. Pour l'ego, pour l'être aussi, les deux, hein. Évidemment, moi, j'étais très, très contente de son succès. Il faut être honnête avec ça. Parce que la reconnaissance, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, ça donne de l'élan, ça donne une grande satisfaction. Moi, j'ai été mais à chaque fois mais tellement ravie et enchantée d'entendre les commentaires des lecteurs, des lectrices. C'est plus ça finalement que le chiffre qui importe. Moi, je reçois des messages très, très régulièrement. Au départ, c'est presque tous les jours ou plusieurs fois par jour. Quand on reçoit des messages plusieurs fois par jour de lecteurs et de lectrices, moi qui me contactais sur Instagram, sur Facebook, pour me dire ce que leur avait porté le livre, parfois des mois plus tard, si vous saviez, j'ai écouté votre livre, ce que ça m'a apporté dans mon cheminement personnel. La dernière fois, j'allais à mon cours de danse. Et donc, à mon cours de danse, j'en avais apporté quelques-uns, donc certains m'en avaient acheté. Et là, il y a un de mes collègues de danse qui me dit, bah, écoute, j'étais avec une amie la dernière fois, on parlait d'activités sur le féminin sacré, et je lui ai cité ton nom. Et je lui ai dit que j'avais lu ton livre, et elle m'avait dit qu'elle aussi, alors j'ai dit comme quoi le monde est petit, et qu'elle avait été transformée, que ça lui avait ouvert une porte énorme de lire L'éveil des sorcières. C'est sincèrement, c'est magnifique, c'est sublime d'entendre ce genre de commentaires. Donc oui, ce qui va beaucoup moi me toucher, c'est les témoignages, parce que je me dis bah c'est utile. Finalement, ça a été compliqué pour moi de le livrer. Moi aujourd'hui, je suis heureuse de savoir que c'est utile pour beaucoup et que j'ai quelque part brisé ce tabou et que je me suis révélée aussi dans mes connaissances les plus profondes et qu'en plus, ça a parlé. Ça m'enchante. D'accord. Si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose dans le processus de l'écriture? Ou je crois que tu as un autre livre qui est sorti. Est-ce que tu as changé quelque chose dans ta façon d'écrire? Oui, là, ce que j'ai changé véritablement, c'est l'état d'esprit dans lequel j'écris. C'est-à-dire que si je suis honnête avec moi-même, pour l'éveil des sorcières, notamment au départ, j'avais ce stress de la réussite et du succès dans l'écriture. Aujourd'hui, là, je passe de plus en plus au plaisir. En fait, je me dis le plus important, c'est de le faire avec le plaisir, avec le cœur. Qu'est-ce qui me donne de la joie à partager? Comment j'ai envie de le faire? Et ça veut dire que même dans la manière dont j'écris, je veux dire, dont je me pose pour écrire, je le fais plus de la même façon. C'est beaucoup plus doux. Je ne vais pas me stresser. C'est pas genre, j'ai pas en fait cette tension. Enfin, en tout cas, je l'ai beaucoup moins. J'ai beaucoup moins cette tension. D'ailleurs, je trouve que pour le deuxième, j'ai vraiment très, très peu eu. Peut-être un petit peu, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins. J'ai moins cette tension. Je ne vais pas écrire dans une posture ou une position où je vais me stresser. Je prends mon temps, je me crée une ambiance, j'allume une bougie. C'est l'écriture plaisir. J'ai vraiment envie d'être là-dedans. Alors si, pour le deuxième, j'ai eu le stress parce qu'on avait des délais qui étaient assez courts. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais être beaucoup plus attentive à ça parce que pour moi, les mots, c'est un bonheur, c'est une joie de jouer avec. Et alors, c'est très intéressant d'avoir des deadlines quand on écrit avec un éditeur parce que si on est honnête aussi avec nous-mêmes, ça fonctionne comme la maîtresse d'école. Et parfois, on en a encore besoin. C'est une manière de se mettre en fait un coup près et donc du coup de se dédier à ce travail dans un espace-temps et de ne pas le laisser trop traîner.
Et ça, c'est très important avec le processus d'écriture, sinon on finit jamais rien. Et à un moment donné, il faut savoir mettre un point final. Donc, un délai imparti et se mettre un délai de dire je vais écrire dans ce laps de temps comme si j'avais des rendus. Faire des points, de dire voilà, en un mois, j'écris ça, en le deuxième mois, j'écris ça. C'est extrêmement efficace. Et la joie est aussi, peut s'allier à la discipline. Et d'ailleurs, je recommande les deux. Mais ce que je changerais, c'est l'approche. C'est vraiment l'approche intérieure de dire le plus important, c'est de m'exprimer et de prendre le temps de poser les choses et de sentir comment je peux le faire avec amour vraiment pour les autres. Qu'est-ce que j'ai envie de leur donner? Plutôt que d'avoir en tête un objectif de succès et de réussite qui est extrêmement anxiogène et je dirais peut-être même castrateur de la créativité. Est-ce que c'est le conseil que tu donnerais à des apprentis lecteurs ou est-ce que tu as envie de leur dire d'autres choses? Moi, je dirais que ce qui est important, c'est de commencer à s'exprimer. Et l'expression, ça peut commencer par écrire un article, écrire des news, de plus en plus favoriser toutes les opportunités pour écrire. Et qu'à un moment donné, c'est comme tout, la boule est suffisamment grosse et grande, elle commence à amasser tout ce qui passe en fait sur son passage. Et par exemple, moi, je me rends compte maintenant quand je pars en voyage, si j'écris pas, ça me manque. À un moment donné, j'ai envie de me poser et d'écrire. Et ça, c'est assez nouveau. Et ça me montre que la pratique, on peut pas, même quand on est… Moi, j'ai fait des lettres, je suis une grande amoureuse de la littérature, j'ai beaucoup, beaucoup lu de tout. J'adore le verbe, j'adore les mots, j'adore entendre les gens parler, j'aime la voix. Donc, j'ai un rapport au verbe qui est vraiment très sensuel. Je trouve ça très émouvant, en fait, le verbe, la voix, les mots, l'écriture. C'est vraiment quelque chose qui m'est- qui m- qui m'exalte presque, ou qui me donne une sensation plutôt extatique. Mais à côté de ça, s'il n'y a pas la pratique, et quand la pratique est défaillante, il n'y a rien qui peut voir le jour. Alors qu'au contraire, plus j'écris, plus j'ai d'aisance à écrire, plus c'est fluide, et moins je suis regardante sur les résultats. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire des choses sublimes tous les jours. Mais le plus important, c'est qu'on écrit pour s'exprimer, on partage un message, on donne de soi. Et puis parfois, il y a une poésie, il y a quelque chose qui se pose, il y a une inspiration qui est encore plus présente que d'habitude. Et là, c'est extatique. Donc moi, le premier conseil, je dirais d'écrire. Et d'écrire en ayant à cœur d'écrire pour que les autres nous comprennent, pour partager quelque chose. Parce que on peut aussi parfois avoir un rapport à l'écriture qui soit élitiste, qui soit plus c'est alambiqué et mieux je sais écrire, parce que j'ai du vocabulaire, parce que ça montre que je suis quelqu'un d'éduqué, j'ai fait Hippocagne, vous voyez. Et je sais que moi, c'est là où je viens finalement dans ce rapport à la connaissance. Aujourd'hui, je m'aperçois que c'est une erreur qui est grossière. Parce que la plus grande beauté d'un expert, c'est de rendre son savoir très accessible. Je pense à Hubert Reeves qui va expliquer des notions scientifiques à des gamins de 7 ans dans une bibliothèque pour enfants. En vieux sage, en fait. Il n'y a pas besoin de se cacher derrière des grands concepts. Et je crois que ça, c'est le plus important, et de faire les choses avec amour, de vraiment prendre le temps, de poser les mots, de s'amuser, d'avoir de la joie, plus que de chercher un résultat, du succès. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir qu'on ne peut pas toucher tout le monde. Ça, on a tous une couleur qui nous est propre. Un parfum, on vient chacun au monde avec un parfum. Alors, c'est le parfum de l'être ou le parfum de l'essence, le parfum de l'âme. Quelle que soit la définition qu'on veut y mettre, certains vont parler de dons, on peut parler de valeurs, de qualités qui nous sont propres. C'est essentiel que nous incarnons et que nous donnons à travers l'écriture, n'est pas uniquement. Il est donné aussi à travers la peinture, à travers la sculpture, à travers la danse. Toutes les expressions là sont concernées. Et c'est important d'avoir ça en tête et d'intégrer, d'être lucide sur le fait qu'on ne peut pas toucher tout le monde et que le plus important, c'est ceux qui vont être touchés par ce qu'on partage. Petite communauté, grande communauté, communauté vaste comme certains.
Le plus important, c'est de s'exprimer, d'avoir des retours et de continuer à le faire. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler, pour terminer, de ton prochain livre ou ton dernier livre, je crois qu'il va sortir, ou qui est sorti peut-être? Il est sorti. Alors, ce livre, il s'appelle Femme souveraine. Alors, il est parti du constat par rapport au premier livre que quand les gens lisent un livre, j'ai vu ça avec le premier, notamment quand un livre, L'éveil de sorcière, qui est un livre de fond où j'explique toute la démarche. Comment est-ce qu'on va à la recherche de nos connaissances intimes, intuitives, comment on développe son sixième sens. Voilà, là, on est vraiment sur tout l'univers de la sorcière. Le deuxième livre, il s'appelle Femme souveraine, aussi paru aux éditions Le Duc, que j'aime beaucoup. Très, très bel éditeur avec contrairement, je le précise parce que parfois j'ai beaucoup de collègues, d'amis qui sont auteurs et qui ont des difficultés avec leur maison d'édition que moi je n'ai pas rencontrées. Et donc ça veut dire que c'est important, il y a une cohérence aussi, même dans la manière dont on offre le livre. Et donc Femme souveraine est partie du principe que de plus en plus de personnes ont envie aussi d'avoir comme un journal de bord qui soit aussi bien un livre avec du contenu, mais aussi une dimension pratique. Et notamment les femmes que moi je suis, qui adorent faire mes rituels et avoir aussi un espace pour pouvoir le faire et être guidée. Donc, Femme souveraine, c'est un journal qui est un journal d'inspiration et de rituels. Alors, il a évidemment beaucoup de fond. C'est d'abord un livre, mais on a laissé beaucoup de place à la lectrice et au lecteur pour pouvoir se l'approprier. Et donc, pour pouvoir avoir cette dimension concrète et pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence pour moi entre le savoir académique et mental et la connaissance qui part d'ici, de l'expérience qu'on a vraiment vécue, qui est cellulaire, qu'on a intégrée parce que ça a marqué le corps, on l'a faite en termes d'expérience. Et donc, cette connaissance-là découle de l'expérience. Et mon envie, c'était, au-delà de présenter ce que moi je connais, d'inviter chacun et chacune à faire cette expérience-là. Mais surtout, Femme souveraine, ce qu'on a voulu faire, c'est un beau livre. Donc, c'est un livre qui a un écrin, c'est un livre bijou. Donc, je vais le montrer parce qu'il est vraiment très, 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 très beau. On a mis un temps. Là, le temps qu'on a dédié, c'était beaucoup plus à la dimension graphique, d'illustration, pour que le livre puisse épouser complètement mon verbe et mes mots. Il y a vraiment cette alliance finalement entre le fond et la forme. Et comme voilà, je disais vraiment comme un écrin, comme un petit coffret à bijoux, pour que voilà, les mots puissent en jaillir avec toute leur beauté. Donc, je vais en montrer quelques illustrations. Donc, par exemple, on a les illustrations des déesses. Donc, ici, on a la déesse Hathor. On a aussi des illustrations, par exemple, des centres d'énergie que sont les chakras, des illustrations aussi pour les citations. Donc, je dirais les couleurs qu'on a choisies, c'est vraiment un bleu nuit or. Voilà. On a par exemple ça, donc c'est très, 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 très beau. Je vais montrer aussi ce qu'on a choisi. On a aussi une illustration qui est vraiment absolument magnifique d'une femme chamane par un très grand artiste qui s'appelle Jean-Sébastien Rochebach. Voilà. Donc c'est aussi donc celle-ci on peut l'illustrer, la colorier et c'est une illustration finalement de la femme souveraine, c'est-à-dire de la beauté que l'on est dans notre identité la plus tribale. Donc il y a plein de symboles qui sont à même de comme un peu à la manière de l'art-thérapie, manière d'éveiller aussi cette souveraineté de la femme. Donc là, on est sur le thème de la souveraineté de la femme, une souveraineté qui s'ancre dans ce féminin sauvage et aussi dans la capacité à faire des choix. Mais surtout, l'invitation, c'est d'aller tellement chercher son pouvoir intérieur que tout pouvoir sur l'extérieur m'est totalement indifférent. Et c'est ça la véritable souveraineté. Ce n'est pas la reine du monde. Non, c'est la reine de son propre royaume qui est déjà si vaste et si riche on n'a pas besoin de perdre son temps et son énergie à vouloir contrôler les autres ou contrôler le monde. Donc, il y a aussi, voilà, il y a plein de propositions. On a fait aussi des propositions pour pouvoir renseigner ces rituels, donc les tenir à jour, ce qui permet aussi de noter. Donc, c'est vraiment un guide et un journal de bord qu'on a sur le côté. Ça permet de noter tous ces rituels, de voir les évolutions. Et puis, il est plein de belles propositions. Il y a aussi des pages laissées pour noter ses rêves, faire un travail avec les rêves. Il y a toute une partie sur l'explication des chakras. Il y a aussi une magnifique partie sur les animaux totems. Donc, je donne les définitions des animaux totems
D'abord, il y a tout un exercice pour pouvoir contacter son animal totem et ensuite savoir quelle est sa magie, quelle est sa médecine, quel est son pouvoir. On a aussi une partie sur l'astrologie, pareil, avec de l'or, l'astrologie aussi, et le lien avec le féminin sacré et les déesses. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, sauf que là, on a pris l'angle de la beauté, d'un livre qui soit un bijou, et aussi de mise en pratique et de propositions qui permet de faire l'expérience de sa souveraineté personnelle. Très bien. Est-ce que tu as une dernière anecdote à nous raconter, soit par rapport à ton dernier livre ou en général? Alors oui, parce qu'en fait, c'est une anecdote toute récente, on s'en est aperçu. En fait, le livre Femmes souveraines, le thème de la souveraineté m'est apparu l'année dernière, au mois d'octobre, au mois de novembre, quand je suis allée en Éthiopie. Et donc, je suis allée à Aksum, sur la terre de la reine de Saba, visiter les vestiges de son palais. Et je suis rentrée avec ce thème de la souveraineté, à quel point il était important pour nous les êtres, hein, de manière générale. On n'est plus sur les femmes, on est aujourd'hui sur les êtres, à quel point il est essentiel, aujourd'hui plus qu'avant, aujourd'hui beaucoup plus encore qu'hier, dans le contexte qui est le nôtre, d'être dans notre souveraineté et de ne pas dire oui à notre propre abomination, en fait, hein, c'est-à-dire de ne pas laisser les autres nous dicter le rapport à notre corps et le rapport à notre mode de vie. Donc ça, c'est un thème qui m'est vraiment très cher et je pense qu'il permet d'avoir des garde-fous, des très, très importants garde-fous. Et donc, ce thème est apparu en Éthiopie. Et évidemment, mon éditeur ne savait pas du tout que c'était apparu à ce moment-là. Et on a fêté avec la maison d'édition la sortie du livre vendredi dernier. Et ils ont choisi un restaurant éthiopien, comme complètement par hasard. Donc, je trouve ça très drôle. Comme quoi, il y a toujours… c'est pour montrer qu'il y a un fil invisible aussi dans tout processus créatif et qu'il y a juste à faire confiance et à se laisser porter aussi par ce qu'on ressent être juste. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous remontrer les couvertures de tes deux livres, Katia, s'il te Avec plaît? joie. Avec joie. Alors, donc là, on est sur L'éveil des sorcières, initiation au féminin des origines, qui est paru donc le 1er octobre 2019. Et puis là, le 15 septembre 2020, Femmes souveraines, qui est un journal d'inspiration et de rituels de toute beauté. Voilà. Merci beaucoup, Katia. Avec plaisir. Merci à toi.